Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Il y a la nature et il y a nous, ce qu'on en a fait. J'ai compris à quel point l'environnement détermine notre vision du monde. Ça, autour de quoi tu es entouré va déterminer comment tu perçois le monde, comment tu te perçois. Donc, si tu es dans du béton, tu as des voitures, tu regardes des séries, tu as un imaginaire qui est là. C'est des constructions et que plus on les déconstruit, sans tout rejeter de la modernité, on est plus en phase avec peut-être qui on est. Qu'est-ce qui nous conditionne ? Pour Marc de la Ménardière, nos actions sont le fruit de ce qu'il se passe dans notre tête. Si on ne vient pas questionner pourquoi on fait ce qu'on fait, on ne changera rien. Comprendre que l'on est dans un système construit sur des vérités qui ne sont pas absolues. Comprendre que les problèmes ne sont que des symptômes d'un rapport à la nature. Comprendre que ce qu'il faut d'abord changer, c'est le niveau de conscience. On ne peut pas demander au monde d'être ce qu'on n'incarne pas. Et souvent, on se sert de la cause plutôt que de servir la cause si on ne fait pas un travail sur soi-même. Ce travail sur soi, Marc le fait continuellement et le porte à la société. Il questionne la vision occidentale du monde, son rapport au réel, à la nature, aux notions de progrès, de bonheur et de connaissance de soi. Passionné par le lien entre changement intérieur et transition sociétale, il est convaincu que mieux se connaître, c'est servir les défis sociétaux. Ce lien entre changement intérieur et transition sociétale, c'est tout l'objet de son film, En quête de sens, où il imagine les bases d'une société plus harmonieuse. Plus que de les imaginer, ces bases, il les matérialise aussi dans le réel, pour montrer l'exemple. Avec Mallory, ils ont co-créé La Cambrousse, un lieu d'émergence qui invente un autre art de vivre pour nourrir un nouvel imaginaire. Alors Marc invente un nouveau monde, l'incarne, le vit, le partage et surtout, il nous donne la main pour y entrer avec lui. Dans cet épisode, on parle de conditionnement, de nouvel imaginaire et de quête de sens. J'espère que cette écoute t'invitera à ne pas chercher de travail, mais à inventer un mode de vie. Hello Marc. Hello. Merci de prendre ce temps pour parler au micro de Nouvel Oeil, au nouveau micro en plus. C'est la première fois que je les utilise avec le petit logo sur le micro. Très joli ce petit œil qui me regarde. Merci de m'accueillir dans ton lieu, dans ton écolieu La Cambrousse. Tu es le réalisateur du film documentaire En quête de sens et donc le cofondateur de l'écolieu La Cambrousse. Tu as fait des études de commerce en travaillant pour une multinationale à New York où tu vendais de l'eau. Tu disais que l'eau pouvait être un produit de luxe. Et puis tu vas avoir plein de documentaires qui remettent en question notre représentation du monde. Et de ces interrogations, tu pars faire le tour du monde avec un ami d'enfance. Et c'est cette fameuse aventure qui est à l'origine de la réalisation de ton film En quête de sens. J'aimerais qu'on revienne avant tout au petit garçon que tu étais aux alentours de tes 7 ans pour comprendre un petit peu d'où tu viens et qui tu es. Ok, très bien. Alors, le petit garçon de 7 ans, moi j'étais assez joueur, assez timide quand même si j'aimais bien, je pense, faire un peu le pitre. Puis j'ai grandi, moi j'ai passé beaucoup de temps en bas de mon bâtiment à jouer au foot, à jouer au tennis. Moi, un mur, un ballon, une raquette et des copains. Et jusqu'à ce qu'il fasse nuit, on était dehors. Et sinon, moi j'ai grandi un peu plus en banlieue parisienne, avec des parents éducateurs spécialisés. Donc j'avais collé au foyer de mes parents du béton et le bois de Vincennes pas très loin, donc un peu de nature, un peu de béton et des origines très différentes entre la particule et en même temps les jeunes de la DAS. Donc c'était déjà un environnement un peu différent pour se construire et voir l'altérité et on est avec de la chance ou pas et que quand on a des parents aimants, on n'a pas les mêmes parcours. Donc voilà, c'est un peu ça en quoi je me suis construit, je dirais. Et donc tu as fait des études de commerce. À 20 ans, comment tu te projettes dans la vie des grands ? Quelles sont tes aspirations à cet âge-là ?
Bah, moi, j'ai un petit mix entre justement le background de mes parents, éducateurs spécialisés, donc plus dans le social, et en même temps l'autre partie de ma famille où ils sont plus dans le commerce, et je vois qu'eux, ils pèsent, entre guillemets, ils comprennent plus le monde, il y a comme une curiosité, une envie de voyage, donc je pense que j'ai fait aussi commerce pour comprendre le monde. Je savais pas forcément ce que je voulais faire, j'avais eu mon BAFA, donc je sais que je pouvais être éducateur spécialisé ou en tout cas animateur avec des enfants, ça me parlait, mais envie de connaître, de comprendre le monde, et du coup de trouver des outils pour après en faire quelque chose. Et puis après, on se fait vite prendre dans le côté école de commerce et un peu, je pense, de conditionnement. Et du coup, on oublie un peu certaines choses parfois pour justement rentrer dans le moule. Et tu étais conscient que tu jouais un rôle ou pas du tout à cet âge-là ? Il y a le mix, en effet, comme toujours, hein, d'être un peu accepté par le groupe. Et moi, je suis assez aussi fêtard à l'époque, en tout cas. Donc, il y a le côté, ça se passe bien et on se pose pas trop de questions. Et en même temps, le sens qui est là, mais se dire, voilà, il y a des outils à prendre. Il y avait un peu de dissonance cognitive là, quand j'avais des profs qui te disent les ressources, les désirs sont illimités. Vous aurez toujours du travail en faisant du marketing. Donc là, il n'y avait pas la conscience écologique du tout. Aujourd'hui, quelqu'un dirait ça, je pense qu'il se ferait un petit peu stopper. Mais... Donc non, moi je pense que voilà, au moins essayer de réussir. Il y a le côté, au moins on a fait des études. Mes parents, et moi, je travaillais aussi pour payer l'école. Donc il y a un côté, faut rentrer, faut réussir, faut mettre un peu d'argent de côté pour rembourser. Puis après, on verra. Donc un peu quand même la tête dans le guidon. Et en même temps, voilà, avec l'optique de voyager, de connaître le monde. Et qu'est-ce qui a déconstruit ce que tu croyais être vrai ? Il y a plein de déconstructions. Je pense que c'est 23 ans, j'ai vécu en Bolivie pendant 6 mois pour un projet d'écotourisme avec des communautés indígenas, donc c'est indigène, quoi, à la fois dans le sud de la Bolivie et en Amazonie. Et eux, ils m'ont fait exploser le conditionnement. J'ai compris que beaucoup de nos besoins matériels, ils sont psychologiques, sociaux et spirituels. Et dans ces communautés où il y a rien, il y a pas de matériel, il y a beaucoup le silence du désert, notamment dans le sud de la Bolivie. L'essentiel, il remonte direct. Et tu vois ce qui est important pour un humain. Donc, je pense qu'il y a ça. Et il y a après le lien à la terre, le lien à la nature. Eux, ils parlent beaucoup de la Pachamama, de la terre-mère, de se dire que la terre est un organisme vivant. Ce qui aujourd'hui fait sens en science, on pense que c'est un système vivant. Donc, il y a des interactions, on fait partie de ça. Il y a un monde visible. Il y a aussi une partie invisible et que c'est important de nourrir cette partie, des fois invisible ou qualitative. Et donc, je pense que, de vivre dans des communautés, de voir un autre rapport à la nature, un autre rapport à l'intériorité, et de voir la joie qu'il y avait aussi dans des gens qui n'ont pas grand-chose, et tout ce qu'ils m'ont appris, et la sagesse de certains de ces hommes, je pense que ça m'a ouvert. Et qu'est-ce que justement tu as compris qui était essentiel, et au contraire, qu'est-ce qui était futile ? À ton retour en France, comment tu as fait le tri ? Moi, je me rappelle surtout du retour après avoir passé du temps en Amazonie. Je me rappelle à la fin, il m'a dit, toi, on est né tout cul nu dans la nature et pas dans le béton, et même si toi, tu passais plus de temps avec nous encore, tu verrais que la nature te parle et qu'il y a des intuitions, il y a des choses. Et je me rappelle être revenu à côté de Bobigny, là, quand je suis arrivé. Et là, j'ai vu le béton et genre, ça m'a vraiment, mais c'était violent, quoi, de me dire, ah ouais, en fait, il y a la nature et il y a nous, ce qu'on en a fait. Et j'ai compris à quel point l'environnement détermine notre vision du monde. Ça, autour de quoi tu es entouré va déterminer comment tu perçois le monde, comment tu te perçois. Donc, si tu es dans du béton, tu as des voitures, tu regardes des séries, tu as un imaginaire qui est là. Quand tu es au coin du feu avec de la nature, le sens de la vie n'est pas le même en fait. Et donc ça, j'ai vu à quel point il y a un conditionnement et que c'est des constructions et que plus on les déconstruit, sans tout rejeter de la modernité, on est plus en phase avec peut-être qui on est, on commence à se poser des questions. Donc je pense que la grosse claque, elle était un peu à cet endroit-là en tout cas. Et quand tu te lances pour justement la production, la réalisation de Enquête de sens, est-ce que tu sais précisément où tu vas, ou tu as une vague idée de vouloir faire un film sans pour autant Non, pas du tout. Moi, à l'époque, on est en 2008 presque. C'est 2009 exactement, on est parti, mais il y a Lehman Brothers qui s'effondre. Et en gros, moi, j'ai l'intuition que le système, il peut pas durer avec ce niveau de cupidité, que la crise, elle est systémique et que le niveau de conscience qui a créé tout ça, en fait, il est pas capable de le résoudre. Je vois vraiment comment la marchandisation du monde, elle est partout et qu'en fait, c'est tellement loin de l'imaginaire de ce que j'ai touché avec les Indiens qui me paraissait tellement juste que pour moi, il n'y a pas de solution à part devenir un peu dépressif et cynique. Et souvent, c'est quand on regarde trop de documentaires, je pense que c'est le risque là, et c'est le cas avec une partie de la génération là de la tienne, où ils sont nourris que de docus un peu déprimants, où à l'époque, il fallait les chercher en fait. Et en tout cas, moi, j'ai pris tout ça dans la vie et je me suis dit, il y a autre chose. J'avais une autre expérience de vie. En fait, je crois que j'avais connecté le beau, le sain avant de voir ces docus. Donc, en fait, je savais qu'il y avait autre chose, il y avait une autre manière d'être au monde, une autre manière de vivre qui rendait heureux, qui donnait du sens. Et donc, après avoir vu tous ces docus, je me suis dit, on peut pas, avec Nathanaël, en tout cas, on peut pas en faire un. Donc, Nathanaël, avec qui je suis parti, avec qui on a réalisé le film, exactement. De se dire, justement, moi, je retourne travailler, je passe un peu de temps au Guatemala, où là, justement,
J'apprends à méditer, j'apprends aussi enfin, j'ai une grosse période d'introspection. Je pense qu'il est utile pour se dire, il y a autre chose et c'est l'heure en fait de mettre ça en place. Mais d'abord, en gros, je retourne travailler et après, il y a un tel décalage entre ce que j'ai vécu au Guatemala et mon taf pour Danone, ouais, que là, à un moment, je me dis que c'est pas possible et que j'essaye d'en parler. Je vois que les gens, ils captent pas parce qu'ils ont pas vécu. En fait, tu peux parler aux gens, mais tu convaincs pas des cyniques avec des arguments. Tu vois, c'est par l'expérience ou c'est par des récits où il y a de l'émotionnel, en fait. Je crois pas que des rapports du GIEC, ça convainc beaucoup de gens. Ça peut donner l'info, mais t'es plus convaincu ou inspiré par des gens qui font, par des paroles de sagesse, par d'autres choses, en fait, une autre voix. Et donc, j'ai senti que c'était bien de faire un docu qui parle pendant 1 minute des constats et après tout le reste, que ce soit de l'inspiration. Et on s'est dit, voilà, j'avais déjà un peu voyagé, j'avais senti que quand tu pars et que t'as une vision, une intuition, une intention qui est posée, après la vie, elle t'éclate, elle te met bien, quoi. Elle met tout sur ta route. Et en fait, ça, je voulais le tester en même temps. Donc, c'était l'occasion de dire, il y a des gens qui font des choses. On commence, on voyage et on voit. Et moi, j'avais déjà eu l'expérience des voyages où je rencontrais des gens lumineux, inspirants. Donc, c'était de se dire, allez, on part et c'est en marchant que le chemin s'ouvre. Et en effet, c'est ce qui s'est passé avec la rencontre de gens inspirants, lumineux, partout sur la planète, qui disaient à peu près tous les mêmes choses. Parce que tous, ils avaient été au fond d'eux-mêmes, en fait, et ils trouvent la même chose, soit l'interdépendance, l'amour, la liberté, mais il y a ce côté, je me connais et après je fais, et c'est un peu ces témoignages qu'on a essayé de mettre ensemble et de montrer, nous, notre déconstruction quand tu rencontres des gens qui t'impactent, pas par leurs arguments, mais par leur manière d'être au monde, quoi. Ouais, avant de vouloir changer le monde, faut d'abord se changer soi. Mais comment on fait pour se changer soi, justement ? Après, se changer, je pense que ça peut être mal compris. Je pense que c'est se connaître avant de vouloir changer le monde, dans le sens où qu'est-ce que c'est que le monde ? Et en fait, il y a cette fameuse phrase qui était écrite au Panthéon à l'époque des Grecs qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et le monde », qui veut dire c'est parce que tu vas à l'intérieur de toi que tu comprends aussi certaines règles, tu comprends la nature du réel qui n'est pas forcément ce que tes 5 sens te disent. Nous, on est beaucoup dans la raison, la rationalité et du coup l'ego, alors que quand tu vas à l'intérieur de toi, tu découvres autre chose, trouves d'autres correspondances. Et le fait de faire ce travail-là, de découvrir ce qui recouvre ton être profond, te permet d'avoir une attitude et une posture plus juste, je pense, par rapport à l'action de changement ou d'amélioration. Parce que je pense que quand tu dis changer le monde, c'est le rendre plus harmonieux. Mais si toi, tu es disharmonieux à l'intérieur de toi, tu crées aussi de la disharmonie. Moi, j'ai passé pas mal de temps dans le monde alternatif et j'ai vu que c'est des idées généreuses, ça fait pas des gens généreux. C'est parce que tu es pour l'amour et l'écologie que tu le vis. Et donc, si tu veux fédérer, si tu veux que tes projets ils prennent un peu d'ampleur à un moment, il faut que toi, tu aies cette forme d'alignement et que tu te sois un peu rencontré pour être sûr que tu n'aies pas mis ton ego, ton inconscient dans ton projet. Et il y a beaucoup de gens, je pense que c'est la cause qu'ils défendent résonne avec eux des trucs qu'ils n'ont pas réglés. Et tu finis par te servir de la cause plutôt que de servir la cause, tu vois. Et je pense que la bonne posture, quand tu commences à te rencontrer, c'est que tu es au service de plus grand que toi. Et du coup, tu mets moins d'ego, moins d'inconscient. Et je pense que c'est plus fécond. Ça, j'entends que c'est pas très audible si tu penses que le monde est une machine mécanique et que on n'a pas d'âme et dans le projet de société actuel. Et que quand on est très terre à terre, c'est un petit peu abstrait. Tu dis, non, là, il faut aider les gens, il faut sauver la planète et tout. Donc, je pense que ça veut pas dire que tu le fais plus, mais juste tu le fais d'un espace où il y a moins d'inconscient, il y a moins de poids émotionnel. Et donc, j'ai l'impression que la vie, elle passe plus à travers toi, t'es plus inspiré. Et du coup, ce que tu fais a plus d'impact, pas forcément quantitatif, mais qualitatif. Et ça touche les gens autrement. Et du coup, tu vas trouver aussi en toi des ressources parce que c'est dur aussi de changer les choses. Et donc, si tu es bien connecté à toi, à qui t'es et que tu as cet ancrage, derrière, je pense que tu es unstoppable. Et tu nous parles beaucoup d'ego. Quelle emprise il a sur nos vies ? Alors, l'ego, faut le définir parce que je pense que tout le monde n'y voit pas la même chose. Je pense qu'il y a l'ego, si t'as pas d'ego, t'es une courgette, hein, donc il y a besoin d'ego, t'es un psychotique, donc il y a besoin de ça. En psychologie, il y a ce qu'on appelle ego, et après, dans les différentes traditions de sens et de sagesse, l'ego, c'est aussi une partie égocentrique, on va dire, conditionnée du mental, une suite de programmes qui ont tendance à séparer les choses, à nous séparer du reste, à tout ramener à soi, et de se rendre compte qu'il y a des programmes et des stratégies de compensation, des fois de privation, et il va, pour pas toucher certaines émotions ou parce qu'il pense qu'il n'est pas légitime de certaines choses, il va un peu, on va dire, distorsionner la réalité pour tout ramener à lui. Et ça, je pense que c'est, moi je dis souvent dans les conférences, le plus grand lobby, c'est pas Monsanto ou Total, c'est l'ego, parce que il est partout. Et je pense que même les structures qu'on a créées, c'est aussi pour moi
un fractal ou une symbolique de notre ego. Donc on a mis ce qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur dans des entreprises qui prennent pour elles et qui font pas attention à ce qu'elles détruisent autour. La bonne nouvelle, c'est que toutes les traditions de sens, que ce soit en Orient ou en Occident, nous disent qu'il y a une fantastique découverte à faire en nous-mêmes. Et à partir du moment où tu vas à l'intérieur de toi, que tu observes cet ego, tu te rends compte que t'es pas cet ego puisque tu peux l'observer. Et donc, il y a une autre partie de toi qui est plus consciente, qui est plus lucide, qui est plus sage. Et une fois que tu connectes ça, je pense que là, t'es inspiré et tu fais d'autres choses. Donc, je pense que c'est bien de comprendre la carte mère avec laquelle tu fonctionnes. Et quand tu percutes que 95% de tes actions, c'est aussi de l'inconscience et des programmes, t'es pas vraiment un être libre. Donc, si tu veux changer les choses, mais que toi, t'es un peu prisonnier, c'est peut-être bien de voir un peu tes chaînes avant de vouloir aider les gens. Je pense qu'il y a le Sébastien Bauer qui a écrit sur le bug humain. Je pense que lui, et en mérite... quête de sens. Il a écrit sur le sens aussi, je pense. Où est le sens? Où est le sens? Et je pense que lui, avec la découverte et la mise en abîme du striatum, donc cette partie du cerveau qui veut toujours plus, je crois qu'il a 5 points, plus de sexe, plus d'information, plus de domination, plus de confort, et il n'y a pas de bouton stop. Ouais, il explique scientifiquement. Et donc ça, c'est bien que le gars, il a mis un mot, ce que certains ont appelé l'ego, lui a appelé le striatum, et que la solution à la fin de son livre, c'est la pleine conscience. C'est en gros être conscient de ce qui nous manipule. Et à l'inverse, on a une société de consommation qui fait que d'exciter le striatum. Donc, on a une schizophrénie dans les gouvernements qui consiste à vouloir de la croissance mais prendre soin de la planète. Mais pour avoir de la croissance, faut exciter le striatum, le pire de l'humain, l'ego, le sexe, la peur. Et donc on est dans ces trucs qui a pas de sens. Mais alors toi, une fois que tu as compris l'emprise que pouvait avoir cet ego sur nos vies et sur ta vie, en l'occurrence, comment tu as appris à t'en détacher? Parce que tu devais être dans cette analyse permanente de, du coup, ce que tu dis, ce que tu fais, de « Ah, mais là, c'est mon ego, c'est pas mon intuition profonde. » Et donc, comment tu n'es pas devenu fou à tout analyser tout le temps? Ouais, ok. Bah après, l'ego, il est toujours là. Hein. Moi, je pense pas que j'en ai plus, mais je pense que c'est Arnaud Desjardins que j'avais interrogé justement à la fin d'Enquête de Sens. Lui, il avait beaucoup passé de temps. C'était l'un des premiers réalisateurs à avoir été au bout du monde, à interroger des grands sages un peu partout. Et lui, justement, il me disait... L'idée, c'est justement pas de tuer l'ego, mais d'élargir l'ego comme un papillon, enfin la chenille, et qui va se métamorphoser. Et donc, c'est le temps qui fait ça. C'est aussi des pratiques. Et c'est à un moment, faut aussi se foutre la paix et pas tout le temps tout analyser. Hein. Mais je pense que pendant, là, on va dire les 10 ou 15 dernières années même, j'ai fait beaucoup de pratiques différentes. Je pense que c'est le temps et aussi quelque part la discipline. Même si on n'aime pas trop ça, je pense que pour la dimension intérieure, il y a besoin de discipline et que c'est comme un champion, si jamais tu veux progresser, il faut mettre un cadre et il faut prendre le temps de muscler son foie. C'est ça, c'est un muscle. Ouais, je pense que il faut le nourrir, quoi. Faut le nourrir, faut travailler, faut observer. Donc c'est un full-time job, mais par contre, ça amène tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de sens et tellement d'intuition qui font qu'après ça fait des projets là comme dans lequel t'es ou ce film là. Donc je pense que ça vaut le coup pour pas voir juste la vie en 2D. Plus l'ego tu l'observes, c'est comme un vampire quoi. Plus tu mets la lumière dessus, moins il a de prise sur toi. Et donc être juste dans la présence, ça fait que. Et en quoi un idéal incarné ça nous rend heureux? Ouais, moi je pense que ce qui ça rend heureux dans le sens où quand t'as trouvé du sens dans ta vie, la question du bonheur, en fait, elle est secondaire, en fait. Tu te poses même pas la question, est-ce que t'es heureux? Parce que t'es dans un truc, t'es dans un flow, t'as quelque chose d'une justesse qui fait que tu trouves l'énergie pour faire les choses et que, moi, j'ai l'impression de voir les fruits de ce que je plante au quotidien. Et donc, je pense que ça, c'est d'avoir un peu une main entre ce que tu penses, ce que tu fais et ce que ça génère. Contrairement au monde de l'entreprise où j'ai l'impression d'être un tout petit rouage d'un truc plus grand qui est en plus assez destructeur de la planète. Là, de me dire moi ce que je souhaite, qui je suis, qu'est-ce qui me rend heureux et comment je peux lui mettre une forme dans la matière, mélanger tout ça ensemble, ça fait qu'il y a une forme de sens et il y a une forme, moi je me sens un peu genre porté, poussé et avec plein de synchronicité, plein de choses qui arrivent que avec mes petits bras musclés, je mettrais tellement de temps à les faire alors que quand il y a cette idée aussi d'alignement, j'ai l'impression que tu laisses rentrer autre chose et ça c'est sûr que ça amène beaucoup de joie, beaucoup de sens et du coup une fois que tu as du sens, je pense qu'on est les êtres humains, on est des êtres, on a autant besoin de pain que de sens et quand tu as les deux, quand tu fais ton pain en plus avec tes céréales et que ça a du sens qu'on fait ici, c'est sûr qu'un idéal incarné, ça, on nous a tellement vendu un mauvais idéal qui est pas qui on est et qui est pas ce dont le monde a besoin que là de réussir à incarner ça, moi c'était un peu frustrant parce que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire même en termes de films, de conférences ou de livres. J'ai plein de projets que j'ai mis de côté parce qu'en fait incarner son idéal, c'est un full-time job aussi.
Et en tout cas, voilà, je pense que de montrer que c'est possible. Moi, c'est aussi de dire que c'est possible et de pas être juste un gars qui dit il faut faire que, il faut vivre autrement. Nous, on vit autrement, on a repris la main sur plein de choses dans notre quotidien et on voit que c'est fécond, que ça nous donne de la joie, que c'est dur. Faut pas se mentir qu'il y a plein de trucs qui sont méga durs et que ça prend beaucoup de temps de chercher l'autonomie. Il y a des trucs, vaut mieux laisser faire d'autres qui font mieux que toi, parce que tu peux pas être autonome sur tout. Mais je pense que de vouloir incarner, de dire qu'on peut vivre autrement, quelles sont les limites, j'avais envie de, pendant un moment, là, c'est 5 ans et demi, de le vivre, de le faire avant de reprendre la parole, de refaire d'autres films, pour pas envoyer les gens au casse-pipe non plus et de marcher sa parole, comme disent les Indiens. Mais alors justement, comment tu vis autrement ? Quel est ton quotidien aujourd'hui avec cette écolue, la Cambroute ? Eh ben, l'idée, c'est de réussir à peu près à faire ce mix entre du temps pour soi, ces pratiques contemplatives, du temps avec de la nature et du jardin et de pouvoir produire sa nourriture. Je pense que c'est une partie importante. Et après, une partie qui est un peu plus gestion administrative que j'espérais moins faire, mais que tu es obligé de faire quand même, parce que tu vois, ça te rattrape. Et après, ouais, du temps collectif, je pense que c'est important de voir ça, ce que tu fais pour la société, quoi. Donc, je pense que toi, la société, la nature, quand tu arrives à avoir un peu ces trois choses-là ensemble, ben là, ça fait du sens. Là, on est en train de travailler pour un petit marché de producteurs, là, le mois prochain, et de faire aussi des conférences autour du vivant, et de voir comment localement aussi, on peut rayonner et faire en sorte d'ouvrir ce débat-là et que ça soit pas un petit endroit à un endroit où toi tu as raison dans ton coin, mais de voir comment avec d'autres gens qui n'ont pas les mêmes imaginaires, on arrive justement à poser une vision commune. Et qu'est-ce que cette quête de sens de plus en plus généralisée, elle traduit sur la société ? Je pense que ce questionnement, il est là au fond de l'humain depuis très longtemps, mais il se réveillait chez certains, je pense. Et là, il y a un tel niveau de destruction, de mensonges, de disharmonie, que ça réveille encore plus les gens de se dire « Attends, est-ce que je suis venu ?» Il y a un niveau de conscience qui a monté depuis des milliers d'années. Et là, c'est la première fois, je pense, que on régresse, quoi, d'un point de vue... je crois qu'on va être les premiers à vivre moins longtemps, là, si on continue comme ça. Tu vois l'état des réseaux sociaux, de la télé-réalité, tu dis que là, on est reparti dans des époques un peu... du pain et des jeux, des trucs un peu... Donc, je pense que là, il y a on est au courant de la destruction. 2, on est complètement complice de la destruction par les métiers qu'on exerce, les modes de vie avec lesquels on nous a conditionnés. Donc, il y a une espèce de réveil. Plus, je pense, la nature qui se réveille et qui dit, les gars, soit... ouais, mais aussi, soit on travaille ensemble, mais soit, si vous êtes contre moi, genre, on est des moustiques. Hein. Mais il y a une espèce de truc, genre, je pense que les gens qui veulent sauver la planète, je pense qu'il faut sauver l'humain et ce qui reste d'humain à l'intérieur de l'humain. Et justement, ces qualités qu'on trouve dans les traditions de sagesse, de self-restriction, c'est de sobriété, de compassion, d'altruisme, d'interdépendance. Donc, je pense que là, il y a un petit rappel de là, on est tellement hors sol, hors ciel, on a des lois du vivant qu'on respecte pas, des lois spirituelles, je pense qu'on respecte pas. Donc, à partir d'un moment, là, ça chicote à l'intérieur de tout le monde. Et c'est bien que la jeune génération, justement, qui a vu le bluff et qui se rend compte qu'il n'y a pas de taf pour elle et qu'on lui propose pour la première fois pas d'avenir, en fait. Avant, il y avait le progrès, tu vois, depuis 300 ans, les Lumières, elles ont vendu l'idée que tu travailles, que c'est dur, mais au final, il y a des progrès scientifiques, techniques, qui amènent des progrès moraux, et après, en effet, politiques, et qu'on va aller mieux. Et tout. Là, c'est faux, en fait. C'est plus les trucs qui se pètent en bout de pas longtemps, tu dois les racheter. Enfin, voilà. Il y a une espèce de non-sens écologique, qui est là, même matériel. Enfin, il y a plein de choses qui se dérèglent. Donc, je pense que tout le monde sent que ça marche plus. Le conditionnement et la propagande, elle a marché super fort. On est à la fin de l'idéologie du progrès où avant on travaillait, mais pour un idéal, ça serait mieux pour nos enfants ou ça serait mieux futur. Ça, c'est mort. Ouais. Donc, on n'y croit plus. Donc, il y a tout un autre imaginaire à inventer. Donc, je pense que tout le monde sent qu'on veut plus être dans le truc qui coule. On veut être dans quelque chose qui va créer de l'harmonie, parce qu'on crée de l'harmonie, on est heureux quand on est dans un lieu harmonieux, quand on est en harmonie avec les autres, et là on est dans un individualisme et une destruction qui c'est pas notre nature, c'est pas la nature de la nature. Il faut nourrir cette quête de sens, je pense, qui prend du temps. C'est pas un truc... Comment on la nourrit ? Je pense que c'est des lectures, c'est des voyages. Du coup, je mettrai les liens de tous tes documentaires qui t'ont aidé. Mais je pense qu'en effet, c'est prendre conscience, et après c'est qui je suis, et il y a plein de gens qui ont écrit de magnifiques choses qui nourrissent l'âme, l'esprit sur cette question-là depuis des milliers d'années, c'est intemporel en fait, et je pense d'être en harmonie avec soi et son environnement, et d'être capable de se connaître pour pouvoir interagir avec les autres et créer de l'harmonie, c'est universel en fait. Et alors la société de demain, comment tu l'imagines ? Alors, la société de demain, ça va dépendre de
comment est-ce que là, on gère ce tournant-là? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une destruction qui est exponentielle et il y a une prise de conscience qui l'est aussi. Moi, j'aurais rêvé il y a 12 ans, quand on a fait ça, d'imaginer que la jeunesse, elle va pas travailler parce qu'il y a pas d'avenir, en fait. Je pense que c'est un signal faible et très fort de dire, quand c'est les enfants qui disent aux adultes, là, vous déconnez, en fait, il se passe quelque chose. Donc, je pense que ils ont commencé un peu à renverser la table. Donc, je pense que ça, je vois, là, cet été, j'ai vu le niveau des débats un peu corporate sur la planète, le réchauffement climatique, qui est vraiment un symptôme. C'est un truc tellement plus vaste que je pense qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, que il y a la biodiversité. Enfin, même si demain on pouvait résoudre le problème du réchauffement climatique, cette société, elle resterait très laide, en fait. Donc, je pense que c'est important de pas prendre que ce curseur-là, en fait. Et d'aller en profondeur, creuser la question. Tout ce qu'on disait un peu avant, quoi. C'est quoi le sens, c'est quoi ce récit qui, je pense, est un récit, justement, métaphysique. C'est pas on doit pas inventer un récit, nous, les gentils écolos, et de se dire, maintenant, ça va être la coopération, ça va être, je pense que c'est pas un truc à inventer, et que la science, elle a déjà des bouts de pistes qui nous disent ce que c'est qu'un humain, comment fonctionne la biodiversité, certaines hypothèses métaphysiques qui arrivent. Et je pense que si on met tout ça bout à bout, c'est ce que j'aimerais bien pouvoir faire aussi dans un prochain documentaire, et qu'on commence à relier tout ce qui semble être séparé, je pense que tout a été dit, mais tout n'a pas encore été relié, là, on amène un autre imaginaire, et après, le monde de demain, entre guillemets, il peut naître cette vision d'une écologie inspirante, dans le sens où on reconstruit, en fait, et on rebâtit un peu autrement. Donc je pense qu'il va y avoir quelques années qui vont être un peu dures et qui vont être un peu noires, et que le système, il va pas lâcher comme ça. Donc on va être vers un peu plus de contrôle, un peu plus de propagande, et voilà. Je pense que d'inégalité, et puis à un moment commencer à construire à côté d'autres choses, montrer qu'on peut vivre autrement, et puis après faire système, que toutes ces petites initiatives là, toute cette vision incarné et partagé va faire que l'autre va rendre l'ancien système obsolète, quoi. J'aimerais bien, en tout cas. Et après, je pense que c'est du plus local, c'est du plus simple, quoi. Et qu'il y a une puissance de la simplicité, de la modération qui existe aussi, que nous, on vit ici. Et les gens qui viennent vivre ici s'en rendent compte aussi. Donc, je pense que ça sera pas d'un coup de baguette magique, mais ça, je pense qu'il faut tendre vers ces valeurs-là, en tout cas. Et est-ce que cette bascule, elle peut se faire sans violence et sans colère? Ça, c'est la question fondamentale. Je pense que la question de la violence, je pense qu'en effet, le système, il est violent. Il y a une violence qui est systémique sur les espèces, sur la biodiversité, sur les humains. Donc, je pense qu'il y a une violence qui va exploser, qui commence un peu à exploser. Moi, je pense que s'il n'y a pas grand-chose qui naît de la colère, de la violence de très sain, c'est bien de l'observer, et après d'en faire quelque chose, de la transformer, de la transmuter. Moi, je pense que j'avais beaucoup de colère, et tous ces documentaires, et c'est parce que j'ai été à l'intérieur de moi que j'ai pris je l'ai retourné un peu comme en aïkido. Tu prends la puissance de quelque chose et hop, tu le retournes contre l'adversaire, limite, que ça a fait ce film-là, que ça a fait ce lieu-là. Donc, je pense que c'est un bon starter, quoi. Mais il faut pas que ça soit sur le long terme. Donc, est-ce qu'il y aura de la violence? Je pense que oui, et ça risque d'arriver. Après, est-ce que c'est évitable? C'est aussi évitable. Mais ça dépend du niveau de conscience qu'on a, en fait. Et de comment ces valeurs-là, comment est-ce qu'on arrive à refaire société, à se reparler, tu vois, refaire des conversations où, là, c'est tellement clivé dans tous les sujets. Il n'y a plus de nuance nulle part, en fait. On met les gens dans des cases, des étiquettes. Donc là, je me dis, c'est déjà violent de ne pas réussir à dialoguer entre les différents bords. Donc, je pense qu'il va y avoir une période un peu compliquée. Et après, avec les bons outils, les bonnes postures et les bonnes expériences, c'est ça qu'on essaie de faire aussi ici, que les gens, ils expérimentent d'autres modes de vie. Quand tu fais tomber les masques, après, t'es plus toi-même, et donc il y a une autre énergie qui est là. Là, on peut. Mais sinon, je pense que là, ça prend quand même un chemin qui va être un peu pas foufou pendant quelques années. Et après, j'espère justement que la conscience monte suffisamment, et que assez d'humains éveillés, en gros, prennent leurs responsabilités pour l'idée. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui ont envie que ça change dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, partout, parce qu'en fait, il n'y a pas de business sur une planète morte. Hein. Donc, tu crois plus en l'incarnation individuelle du changement plutôt que peut-être à l'activisme frontal clivant? Faut les deux. Moi, je crois pas que c'est pas soit, c'est les deux, en fait. Si jamais t'es juste énervé, à un moment, tu permets de faire émerger la cause. Je pense que tous les jeunes là qui s'enchaînent ou qui font des trucs, je pense que ça permet de mettre le doigt, c'est le caillou qui fait dérailler le truc. Donc je pense que c'est bien. Mais après, il faut les deux, quoi. Parce que s'il y a que ça, c'est pas possible de fédérer autour. Oui. Donc je pense qu'il faut faire un peu des deux, quoi, et passer d'un cercle à l'autre, et ouvrir le dialogue. Ouais, je pense que c'est les deux. Mais qu'aujourd'hui, on vit une époque où je pense que l'urgence, elle est tellement globale
qu'il y a quand même moyen de faire un truc sans que ça soit les uns contre les autres. La minorité, c'est 0,1%. Donc, je pense que s'il y a une vraie vision, rien n'est plus puissant qu'un changement de vision du monde. Donc là, si on arrive à impulser une autre vision du monde, je pense que le truc, il peut se faire quand même sans violence, ou en tout cas plus graduel. Et ça, j'aimerais bien. Plus on attend, plus ça sera violent. Mais si là, on commence déjà à construire, à mettre les rails d'autres choses, on peut passer d'un truc à un autre. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut en tout cas viser. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui ont compris qu'il faut basculer dans un autre monde et qui se sentent peut-être un petit peu démunis? Ouais, je pense que c'est dur d'être jeune, entre guillemets, aujourd'hui, d'avoir ce niveau d'info et d'avoir pas beaucoup de prise sur le réel. Et je pense qu'on a plus de prise d'ailleurs sur le réel que ce qu'on croit. Donc je pense qu'il y a une partie de la jeunesse, de l'insouciance qui a été un peu piquée par le fait que les anciens, ils ont pas pris leurs responsabilités pour construire quelque chose d'autre. Mais je pense qu'il faut dépasser ça parce que sinon ça pareil, je pense que c'est pas forcément très la rancœur, la colère, je crois que c'est dans le bouddhisme, ils disent que c'est comme boire le poison et penser que c'est l'autre qui va mourir en fait. Donc je pense qu'il faut pas le garder trop longtemps. Donc je pense que c'est important de rêver, d'imaginer d'autres choses, d'être dans l'action, de faire aussi des choses pour se rendre compte qu'on peut vivre autrement et qu'on a de la joie à faire, à vivre autrement. Et après, tous ces années gâchées où tu bois de l'alcool, où tu te bourres la gueule, ou qui font que tu un peu t'anesthésies pendant quelques années. Si la jeunesse saute cette étape pour avoir des états de conscience modifiés par le haut, par la méditation. C'est des années gâchées pour toi, ça? Moi, je pense que franchement, tu sers à rien pendant cette période où tu te bourres Pourtant, la gueule. Pourtant, on nous dit que c'est ça, profiter de la vie quand on est jeune. Ça, c'est des vieux qui seront à la retraite et qui seront malheureux en disant qu'ils seront heureux après la retraite. Non, je pense que la jeunesse, on a une telle énergie à ce moment-là que c'est ouf de s'anesthésier autant pour faire la merde. Moi, je pense en tout cas que j'ai pas cette période-là, quand après je suis parti en Bolivie, j'ai fait d'autres trucs, mais il y a eu avant où je me dis tous ces samedis soirs, dimanches, où à boire, à refaire le monde, à parler de rien, c'était inutile. Donc si là, c'est pour avoir des débats, réfléchir, déconstruire. Après, faut pas tout jeter. Là, on rejette tout et qu'il y a un peu un tri à faire entre les deux et pas être d'un extrême à un autre. Ce mélange un peu intergénérationnel entre ceux qui ont vécu, qui ont la sagesse de l'expérience et le jeune qui veut aussi tout changer. Si ça se repart, je pense qu'à la lisière des deux, comme en permaculture, quand il y a des bandes de choses différentes qui se rencontrent, c'est là où il y a le plus de biodiversité, de richesse. Donc je pense que ça peut. Et je crois plus à ça. Donc je pense de l'intergénérationnel, du débat, c'est bien, même s'il faut pas que débattre, il faut faire pour être allé. Le réel t'amène aussi à te connaître, à te rencontrer, à sortir de l'idéalisme, sortir de tous les ismes. Dès que t'es dans un isme, t'enfermes les choses, le réel, tu peux pas l'enfermer comme ça, donc tu deviens un peu dogmatique, t'es un peu identifié des fois à ta cause. C'est un peu le risque dans le militantisme aussi, que genre je suis ma cause, donc l'autre est un ennemi, c'est encore l'ego qui revient. Donc je pense que ça c'est important d'avoir cette ouverture-là et de voyager au maximum en faisant du stop s'il faut, mais genre rencontrer d'autres gens qui pensent, qui font différemment, parce que je pense que la plus grande urgence, c'est le déconditionnement des trois fictions. Moi, c'est ce que j'essaie de faire là, dans une conférence où j'essaie d'expliquer qu'il y a la fiction que la société te raconte. Donc, c'est c'est quoi le bonheur, c'est quoi le sens, ce monde mécaniste, on est là par hasard. Bon, ça, c'est une histoire qu'on a captée. Il y en a d'autres. Je pense qu'il y a une autre philosophie qui vient, qui est beaucoup moins matérialiste. Il y a la fiction que tes sens te racontent. Est-ce que vraiment t'as accès au réel avec tes sens? Je suis pas sûr. Et après, il y a ce que ton ego t'a raconté, ce qu'il a gardé de tes moments de vie et il s'est fait une story avec, et de cette story qui est aussi une histoire et que tu peux passer derrière. Et quand t'as déconditionné ces trois fictions-là, je pense que là, tu commences à être libre. Tu peux grandir en amour, en liberté, en conscience. Et là, tu co-crées même avec la vie. Et là, ça commence à être kiffant, en fait. Se déconditionner de ces trois piliers-là, pour toi, c'est ça la liberté? Ouais, je pense que tu commences à rentrer dans un truc qui est plus toi. Plutôt intéressant. Ok. Et la réussite, c'est quoi pour toi, Marc? Et la réussite, c'est pas ce qu'on nous a vendu en école de commerce ou la société. Non, je pense que c'est de créer les conditions de l'harmonie autour de toi. Si de toi être heureux, qu'autour de toi tu sens que les gens sont heureux et que tu participes à nourrir ce lien entre justement toi, les individus, la nature, le cosmos, et de sentir que t'es en place. T'as trouvé ta place dans l'univers. Moi, c'était la phrase de Vandana Shiva. Moi, je me rappelle, j'ai fait 3 mètres dans mon fauteuil quand je lui demande la différence entre la spiritualité et la religion même. Elle me dit, c'est trouver sa place dans l'univers. Et en fait, juste cette phrase, je me suis dit, ok, la réussite, moi, c'est trouver sa place. Et je pense que t'es à ta place quand tu comprends que t'es à la fois interdépendant et à la fois unique. Et que dans ton unicité, dans cette différence, il y a quelque chose d'unique. Et quand tu arrives à exprimer
cette uniqueness, on dit en anglais. Je pense que voilà, et que ça soit fécond. Est-ce que tu laisses sur ton passage des sourires et des choses fécondes ou de la destruction, du chaos, de la séparation? Ça, c'est une vie ratée, je pense. Et que la réussite, c'est quand tu participes à l'harmonie collective. Quelque chose de plus grand. Et que tu es au service de plus grand que toi. Je pense que l'ego, il veut pour lui, alors que quand tu dépasses ça, tu es au service, tu n'es plus dans cette mission de tu sers quelque chose de plus grand que toi, et quand tu sers quelque chose de plus grand que toi, ce plus grand que toi, il joue avec toi. Il t'emporte. Et ça, moi, je fais du surf. Je sais pas si toi, tu t'as déjà fait, mais le surf, pour moi, c'est la plus grosse métaphore, tu vois, tu regardes ce qui se passe, t'attends, et une fois que t'as bien observé les choses, tu sens que c'est ce moment-là que là, tu peux mettre ton petit coup de pédale, et donc t'accélères, et après, t'es pris par plus grand que toi, et toi, tu peux faire gauche-droite, mais la vague qui te porte, la puissance de la nature qui te porte à ce moment-là, tu es pour rien, en fait. Donc toi, tu peux juste te syntoniser avec elle, et après, la nature, elle te prend dans sa main, et elle te dit « enjoy the ride », quoi, tu vois, kiffe. Et je pense que ça, c'est réussi, ça. Il y a une phrase que dit Satish Kumar à la fin du documentaire, qui m'a beaucoup marquée, qui est ne choisis pas un métier, mais invente un mode de vie et tu verras des miracles. Toi, pour conclure cette interview, quel petit mot de la fin tu voudrais nous partager? Qu'en effet, je pense que le miracle, là, tu vois, c'est dommage, c'est pas filmé. Mais tu vois, c'est que... On va prendre une photo. Mais je pense qu'en effet, moi, il dit exactement, il dit ne cherche pas de travail. Moi, je vais voir, il dit après tout ce voyage autour du monde, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en gros? Et il dit non, ne sois pas juste un outil pour faire de l'argent pour un employeur, en gros. Tu peux être plus que ça, tu es un être créatif. Et donc, invente un mode de vie à toi. Et donc, qui te ressemble. Donc, connais-toi toi-même. Et si tu te connais et que tu lâches prise justement avec cet ego, tu vas dans le flow, tu verras des miracles. Et je pense qu'en effet, que ça soit avec comment est-ce qu'on a réalisé le film ou ce lieu-là, on se rend compte que de se connaître et de faire ce qu'on croit être bon, être juste, avec un peu se lâcher prise sur des fois ce qu'on fait. En fait, on mange pas les fruits de des fois ce qu'on a planté, accepter que c'est pour les autres et qu'il y a cette dimension un peu plus altruiste. Derrière, les miracles, ils sont quotidiens. Moi, je pense qu'il y a... Et c'est ça qui est cool, c'est que on pense, tu vois, souvent on dit genre, moi je crois que ce que je vois. Mais moi, je pense que c'est l'inverse, en fait. On voit que ce qu'on croit et c'est nos croyances qui déterminent ce qui se passe dans nos vies. Et le jour où tu les questionnes et le jour où tu lâches justement un peu prise, tu te rends compte que la vie, elle a envie de jouer avec toi et que ici, c'est pas ce que ça a l'air d'être. Et à partir de ce moment-là, tu commences à jouer et là, tu vois des choses assez extraordinaires. Et moi, je pense que c'est ça qui me rend heureux, en tout cas, c'est de sentir que je suis pas tout seul et que il y a les 4 éléments qui sont là, il y a la vie qui est là et tu te sens vivant, vraiment. Et ça, je pense que c'est le mot de la fin, c'est juste, il faut redevenir vivant, quoi. Et vivant, c'est, voilà, enlever tout ce qui est un peu mortifère en nous, tout ce qui nous conditionne un peu trop, pour vraiment suivre cet élan. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bas et que c'est pas tout ça. Mais à un moment, quand tu as senti cet élan, à un moment, c'est trop tard. Tu peux plus après revivre dans une petite partie de toi, une petite partie de ton ego, parce que tu as envie de retrouver cette. Mais c'est un peu l'élan qui nous habite quand on est enfant, finalement, et qu'on n'a pas toutes ces couches de conditionnement et qu'on est toujours dans la spontanéité. C'est le message même, tu vois, dans les évangiles, c'est redevenez des petits enfants. Donc, comment est-ce que je pense que c'est les enfants intérieurs des adultes là qu'il faut réveiller et de se dire que la vie, elle peut être. En anglais, c'est playful. Quand tu disais comment t'étais quand t'étais enfant, moi j'étais joueur et je le suis resté longtemps. Là, j'apprends un peu plus la gravité en ayant un lieu, des fois des salariés ou des animaux, des pieds de tomates, là manger plein de trucs. Donc en fait, il y a un peu ça, mais je veux pas perdre ce côté playful de justement la vie, elle est fun et que elle est dure pour certains. Et moi, j'ai vécu en Bolivie avec des femmes, des enfants qui travaillent dans les mines, donc je sais que la vie elle est pas fun pour tout le monde, mais même là-dedans il y avait des moments de chant, de trucs, de joie, de rire, de grâce en fait. Donc c'est pas l'environnement qui détermine aussi comment on se sent, mais vraiment qu'on a connecté en nous, et donc voilà, reconnecter cette vie en nous qui demande qu'à vivre, à s'épanouir, à se multiplier. Je pense que ça c'est le conseil des sages depuis 3000 ans, et je pense que faut y retourner là vite. Merci beaucoup Marc pour tous ces partages. De rien, merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.
Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.